Imaginez la scène, un pot de tomates posé sur un porche quelque part au milieu de l'Amérique. Les feuilles jaunissent et s'enroulent sur les bords. La terre s'est détachée des parois du pot, craquelée et pâle, dure comme une assiette. L'eau versée dessus ruisselle simplement. La terre la repousse comme de la cire. Voici maintenant la question dérangeante qu'aucune jardinerie ne veut que l'on pose. Comment le sol, cette matière censée donner la vie, peut-il devenir si mort qu'il refuse même d'absorber l'eau? La réponse se cache derrière un secret industriel de 70 milliards de dollars. Et la solution, elle coûte moins d'1 $. Elle se trouve dans presque toutes les cuisines d'Amérique en ce moment même. Ce soir, une simple mixture versée sur cette terre craquelée et sans vie déclenchera quelque chose d'extraordinaire. Une explosion microbienne si puissante qu'elle peut transformer un désert biologique en une terre vivante et riche d'ici demain matin. Mais d'abord, il est utile de comprendre exactement comment le sol est devenu aussi malade. Entrez dans n'importe quel magasin de bricolage un samedi matin, le rayon jardinage est empilé du sol au plafond de sacs aux couleurs vives, terreau premium, mélange Miracle Grow, qualité professionnelle. L'emballage promet des résultats luxuriants. Le prix suggère la qualité, mais ce qui se trouve réellement à l'intérieur de ces sacs raconte une histoire très différente. Pour répondre aux réglementations de sécurité agricole et produire un produit uniforme sans mauvaises herbes, les fabricants de terreaux commerciaux soumettent leur mélange à un traitement extrême. Les matières premières, principalement de la tourbe et de l'écorce compostée, passent par des protocoles de stérilisation agressifs impliquant une chaleur intense et des traitements chimiques. Des chercheurs de l'Université d'État du Colorado ont documenté que l'élimination de tous les virus résistants à la chaleur et des graines de mauvaises herbes nécessite des températures soutenues entre 180 et 212 degrés Fahrenheit, 82 et 100 degrés Celsius. Ce processus fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Chaque agent pathogène meurt, chaque graine de mauvaise herbe est neutralisée. Mais voici la partie que le sac ne mentionne pas. Chaque organisme bénéfique meurt aussi. Les bactéries fixatrices d'azote, disparues. Les champignons mycorhiziens qui sont partenaires des racines des plantes depuis 400 millions d'années, détruits. Le réseau trophique microscopique que la nature a mis des éons à concevoir s'est complètement effondré. Ce qui reste est une éponge inerte et stérile, biologiquement parlant. C'est un désert emballé dans un sac en plastique. Et c'est là que l'histoire prend une tournure plus sombre. Dans la nature, les plantes ne se nourrissent jamais seules. Elles libèrent des sucres par leurs racines pour nourrir une armée souterraine de microbes. Et ces microbes leur rendent l'appareil en extrayant du sol le phosphore, le zinc, le fer et des dizaines d'autres minéraux, puis en les livrant directement à la plante sous des formes qu'elle peut absorber. C'est un partenariat plus vieux que les fleurs elles-mêmes. Mais dans un terreau stérilisé, la plante n'a pas de partenaire. Elle est isolée, seule. Et ce vide biologique n'est pas un défaut du produit. C'est le fondement d'un modèle économique tout entier. Car une fois que le sol ne peut plus fournir de nutriments naturellement, les jardiniers n'ont d'autre choix que de continuer à acheter des engrais synthétiques saison après saison. Année après année, la question qu'il convient de se poser ensuite est « Comment ce cycle a-t-il commencé ?» L'histoire commence en 1908 dans un laboratoire allemand avec une percée scientifique qui a véritablement changé la trajectoire de la civilisation humaine. Le procédé Haber-Bosch. Deux chimistes brillants ont découvert comment extraire l'azote directement de l'atmosphère et en utilisant une chaleur énorme, une pression écrasante et du gaz naturel. Le convertir en ammoniac synthétique. Cet ammoniac est devenu la base de l'engrais moderne. Et sans aucun doute, cette seule invention a empêché une famine massive au 20e siècle. Des milliards de personnes sont en vie aujourd'hui grâce à elle. Mais chaque outil puissant a un coût caché, et le coût de l'engrais azoté synthétique se révèle lentement, silencieusement, sous terre, là où la plupart des gens ne regardent jamais. Lorsque des sels minéraux synthétiques concentrés touchent le sol du jardin, les plantes réagissent immédiatement. La croissance explose. Les feuilles verdissent rapidement. Cela ressemble à un succès, mais cette poussée rapide est trompeuse. C'est l'équivalent biologique de remplacer un repas équilibré par une poussée de sucre. La plante pousse vite, mais la croissance est molle,
forcée et dépendante de la prochaine application. Pendant ce temps, sous la surface, ces sels chimiques agressifs martènent l'écosystème délicat du sol, les colonies bactériennes sensibles qui maintiennent les particules de sol ensemble, celles qui produisent la colle naturelle gardant la terre meuble et grumeleuse, ne peuvent pas survivre à l'assaut chimique. Elles meurent, et sans cette colle biologique, la structure du sol s'effondre. La terre devient compactée, sans air et hydrophobe. Elle commence à repousser l'eau au lieu de l'absorber. Aujourd'hui, le marché mondial des engrais synthétiques génère plus de 70 milliards de dollars par an. Une petite poignée de multinationales se taille la part du lion. Et le modèle économique est d'une simplicité déconcertante. Vendre un produit qui résout le problème qu'il crée, les engrais synthétiques ne reconstruisent pas la biologie du sol, ils la détruisent. Ainsi, le sol devient dépendant d'intrants chimiques continus, et les jardiniers retournent au magasin année après année, enfermés dans un cycle qu'ils n'ont jamais choisi. Pensez-y un instant. Un jardinier amateur qui achète un sac de terreau et une bouteille d'engrais liquide chaque printemps participe à la même boucle économique que celle de l'agriculture industrielle. Juste à une échelle plus petite, le sol s'affaiblit, la dépendance s'accroît, les dépenses ne s'arrêtent jamais. Mais il existe un moyen de briser ce cycle. Et l'indice a été laissé par l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire dans un livre que presque plus personne ne lit. Tout le monde connaît Charles Darwin pour la théorie de l'évolution, les pinsons des Galapagos, le voyage du HMS Beagle. Ce sont les histoires enseignées dans toutes les écoles. Mais très peu de gens savent ce que Darwin lui-même considérait comme son travail scientifique le plus important. Ce n'était pas sur les pinsons, c'était sur les vers, en 1881, tout à la fin de sa vie. Darwin a publié une étude méticuleuse intitulée « La formation de la terre végétale par l'action des vers ». Il avait passé des décennies, pas des mois, des décennies, à observer les vers de terre dans son propre jardin, à les compter et mesurer leur production, à les regarder digérer les feuilles mortes et les transformer en déjections extraordinairement riches. Il appelait les vers de terre les intestins de la terre. Et il le pensait littéralement. Ils sont le système digestif d'un sol sain. Les vers de terre assemblent le sol compacté. Ils craignent des canaux de drainage. Leurs déjections contiennent 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que le sol environnant. Partout où les vers de terre prospèrent, les plantes prospèrent. Leur seule présence est un indicateur fiable que le sol en dessous est vivant et fonctionnel. Alors, considérez ceci. À quand remonte la dernière fois qu'un gros ver de terre en bonne santé est apparu dans un sac de terreau acheté en magasin ou dans un bac surélevé fatigué qui n'a été nourri qu'avec de l'engrais synthétique pendant des années? La réponse est presque toujours jamais. Et la raison est simple. Les vers de terre ne mangent pas de terre. Ils mangent les micro-organismes qui vivent sur la terre. Dans un sol stérilisé et traité chimiquement, il n'y a rien à manger pour eux. De plus, les conditions acides créées par les engrais synthétiques et la tourbe brute font chuter le pH du sol à des niveaux qui brûlent littéralement leur peau. Les vers partent, ou ils n'arrivent jamais. L'avertissement séculaire de Darwin était clair. Perdez les vers, perdez le sol, perdez le sol, perdez tout ce qui y pousse. La bonne nouvelle? Les faire revenir n'est pas compliqué. Il suffit de comprendre ce qui les attire. Et une découverte faite à l'autre bout du monde près de 100 ans après la mort de Darwin. Dans les années 1980, sur l'île subtropicale d'Okinawa, au Japon, un chercheur en horticulture nommé Dr Teruo Higa luttait contre un problème qui s'aggravait depuis des décennies. L'agriculture chimique produisait des rendements impressionnants à court terme, mais les dommages à long terme sur la santé du sol devenaient impossibles à ignorer. Les champs perdaient leur matière organique, les populations d'insectes bénéfiques s'effondraient, et les intrants chimiques nécessaires pour maintenir les mêmes rendements ne cessaient de grimper année après année. Le docteur Higa a commencé à poser une question radicale. Et si, au lieu de nourrir la plante directement avec des produits chimiques synthétiques, on se concentrait sur l'alimentation du sol? Plus précisément,
Nourrir les organismes microscopiques qui rendent le sol vivant. Il a commencé à isoler des micro-organismes bénéfiques naturellement présents. Beaucoup d'entre eux ont été collectés sur quelque chose d'aussi ordinaire que la surface de grains de riz non lavés, et il les a combinés en consortium soigneusement équilibré. Il a appelé ce concept micro-organisme efficace ou EM. Au centre de ces équipes microbiennes se trouvait une superstar particulière, Lactobacillus, communément appelée bactérie lactique. Ce nom peut sembler clinique, mais il n'a rien d'exotique. Lactobacillus est exactement le même groupe de bactéries amies sur lesquelles les humains comptent depuis des milliers d'années. Chaque cuillerée de yaourt, chaque bouchée de pain au levain, chaque fourchette de choucroute ou de kimchi, Lactobacillus fait le travail. Ce que le docteur Higa et les chercheurs suivants ont découvert était remarquable. Lorsque ces bactéries lactiques sont introduites dans un sol épuisé, elles fonctionnent comme un puissant probiotique pour la terre. Elles suppriment les agents pathogènes causant des maladies en les supplantant. Elles décomposent la matière organique piégée et la convertissent en humus sombre et riche. Elles débloquent les minéraux qui étaient chimiquement liés et indisponibles pour les racines des plantes. Et elles produisent des composés, y compris des vitamines du groupe B, qui stimulent directement la croissance des plantes et le développement des racines. C'était la pièce manquante. Pas plus de produits chimiques, pas plus d'intrants synthétiques. Juste le retour de la main-d'œuvre microscopique que l'agriculture industrielle avait systématiquement anéantie. L'ironie est flagrante. L'humanité fermente des aliments avec ces mêmes organismes depuis au moins 10 000 ans. Bien avant que quiconque ne comprenne ce qu'étaient les bactéries, le savoir était toujours là. Il suffisait de le diriger vers le sol plutôt que vers le comptoir de la cuisine. Et la partie la plus remarquable, cultiver ces organismes chez soi ne nécessite aucun laboratoire, aucun équipement spécial et presque pas d'argent. Les ingrédients sont déjà dans la cuisine. Riz, mélasse et cendre. 3 ingrédients de cuisine ordinaire, un processus simple et un résultat qu'aucun produit commercial d'aucune jardinerie ne peut reproduire. Car ce que cette mixture crée est trop vivant pour survivre dans un sac scellé sur l'étagère d'un entrepôt pendant des mois. Voici exactement comment cela fonctionne. Étape par étape. Ingrédient 1. L'eau de riz fermentée, le démarreur biologique. La prochaine fois que vous ferez cuire du riz pour le dîner, cette eau de rinçage trouble qui finit normalement dans l'évier est de l'or liquide. Elle regorge d'amidon, de glucides complexes et d'oligo-éléments. La nourriture parfaite pour capturer et multiplier les bactéries lactiques bénéfiques provenant directement de l'air ambiant. Voici ce qu'il faut faire. Versez l'eau de lavage du riz laiteuse dans un bocal en verre propre, en le remplissant environ aux 2/3. Ajoutez environ une demi-tasse de reste de riz cuit. Cela sert de source de carburant à libération lente. Couvrez le bocal sans serrer avec un chiffon respirant ou une serviette en papier fixée par un élastique. Ne le fermez jamais hermétiquement. Les bactéries ont besoin de circulation d'air. Placez le bocal dans un placard sombre à température ambiante. Pas au réfrigérateur, pas à la lumière directe du soleil. Juste une étagère calme et sombre, en 3 à 5 jours. Une odeur légèrement aigre et agréablement acidulée se développera. Très similaire à celle d'un levain frais. Cette odeur est le signal. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce bocal est un miracle silencieux de la fermentation. Les bactéries lactiques se sont multipliées de manière exponentielle et au 5e jour, cet humble bocal d'eau de riz contient des centaines de millions d'organismes bénéfiques par millilitre. Une main-d'œuvre vivante cultivée à partir de restes de cuisine. Si le bocal sent mauvais, le pourri ou est très désagréable, quelque chose a mal tourné, jetez-le et recommencez. L'odeur correcte est propre, aigre et légèrement sucrée, comme le yaourt ou le vinaigre doux. Ingrédient 2. La mélasse noire. Le carburant à haut indice d'octane, l'eau de riz fermentée contient maintenant une population florissante de bactéries bénéfiques. Mais avant de les envoyer dans l'environnement hostile et mort d'un sol épuisé, elles ont besoin d'une poussée d'énergie massive. Cette énergie provient de la mélasse noire. La mélasse noire, le sous-produit sombre et épais du raffinage du sucre, est une mine d'or nutritionnelle. Elle est chargée de sucre simple pour une énergie microbienne immédiate.
plus du fer, du calcium, du magnésium et du potassium. Elle est bon marché, largement disponible et stable à la conservation. Pour préparer la mixture finale, diluez l'eau de riz fermentée dans environ 1 gallon, environ 4 litres, d'eau propre et non chlorée. Ajoutez ensuite 1 à 2 cuillères à soupe de mélasse noire jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. L'effet est immédiat. Ces sucres simples frappent la population bactérienne comme du carburant de fusée. Une deuxième vague de reproduction microbienne explosive commence. Les bactéries commencent à se multiplier rapidement et à sécréter des polysaccharides collants, des substances naturelles qui agiront bientôt comme une colle biologique, liant les particules de sol pour redonner la structure meuble et grumeleuse qu'une terre saine est censée avoir. Ingrédient 3. La cendre de bois, l'encre minérale et le correcteur de pH. Le dernier ingrédient s'attaque à un problème chimique critique que la plupart des jardiniers ne réalisent même pas. Les terreaux commerciaux à base de tourbe sont naturellement très acides, souvent avec un pH inférieur à 5,0. À ce niveau d'acidité, les nutriments essentiels comme le calcium et le phosphore se retrouvent chimiquement bloqués, indisponibles pour les racines des plantes. Peu importe la quantité d'engrais ajoutés, et ce pH bas est l'une des principales raisons pour lesquelles les vers de terre évitent le terreau commercial. Cela brûle leur peau sensible. La cendre de bois ordinaire et non traitée provenant d'une cheminée ou d'un brassereau est un matériau alcalin naturel. Riche en carbonate de potassium, en silice et en oligo-éléments, c'est un excellent correcteur de pH. Cependant, et c'est important, la cendre de bois brute appliquée directement sur les racines des plantes peut être caustique et dommageable. Elle est trop agressive sous sa forme non transformée. C'est là que la chimie de la mixture devient élégante. L'ajout d'environ 1/4 de tasse de cendre de bois propre au mélange de mélasse et d'eau de riz crée une réaction contrôlée. Les acides organiques produits par les bactéries lactiques neutralisent l'alcalinité agressive de la cendre brute, convertissant ces minéraux caustiques en nutriments doux, biodisponibles et respectueux des plantes. La cendre augmente simultanément le pH de la mixture acide vers une plage que les vers de terre et les racines des plantes préfèrent. Utilisez uniquement de la cendre de bois propre et non traitée. Pas de briquettes de charbon de bois. Pas de bois peint ou traité sous pression. Pas de bûches de cheminée avec allume-feu chimique. Juste de la cendre de bois dur ordinaire. Mélangez, laissez réagir pendant 10 à 15 minutes. La mixture est maintenant prête. Un tonique est vivant, bouillonnant et à l'odeur terreuse, contenant des milliards d'organismes bénéfiques, des minéraux facilement disponibles et les blocs de construction biologique pour reconstruire le sol mort de l'intérieur. Le soir est le moment idéal pour appliquer cette mixture. Le soleil est couché, l'évaporation chute et les températures plus fraîches donnent aux microbes les meilleures chances de s'établir avant la chaleur du lendemain. Versez la mixture diluée lentement et généreusement sur la surface du sol fatigué et compacté, plantes en pot, bacs surélevés, parcelles de jardin négligées. L'objectif est une saturation complète, pas une légère brumisation. Le sol doit être visiblement humide sur toute son épaisseur. Puis, éloignez-vous, allez dormir. Laissez l'équipe de nuit commencer. Voici ce qui se passe dans l'obscurité pendant que personne ne regarde. Un sol stérile et compacté est hydrophobe. Ses surfaces sont recouvertes de résidus minéraux séchés qui repoussent l'eau. C'est pourquoi ce terreau craquelé laisse l'eau glisser sur les côtés du pot. Mais les tensioactifs microbiens de cette mixture brisent cette tension superficielle. Le liquide pénètre dans les pores microscopiques qui étaient scellés depuis des mois, voire des années. Au cours des 12 à 18 heures suivantes, des milliards de bactéries lactiques entrent dans leur phase de colonisation. Elles se propagent sur les particules de sol, s'attachent aux surfaces des racines et commencent à former des biofilms, de minces revêtements vivants qui transforment les surfaces minérales mortes en immobilier biologique. Puis, quelque chose d'encore plus remarquable commence. Les bactéries nouvellement établies commencent à s'associer aux champignons mycorhiziens indigènes déjà dormants dans le sol. Ensemble, ils tissent un réseau souterrain de filaments filiformes appelé hives. Ce réseau fongique peut étendre la portée effective du système racinaire d'une plante jusqu'à 100 fois. Il fonctionne comme un système souterrain de partage des ressources, échangeant des sucres contre des minéraux,
transportant l'eau sur des distances qu'aucune racine isolée ne pourrait atteindre, et transmettant même des signaux d'alerte chimique entre les plantes lorsque des ravageurs attaquent. Et les vers de terre, en quelques jours, parfois dès la première semaine, les premiers signes apparaissent, de petites suricules à la surface du sol, de minuscules tunnels visibles lorsque le sol est doucement retourné. La mixture a fourni exactement ce dont les vers de terre ont besoin. Un festin de nourriture microbienne, un pH corrigé qui ne brûle plus leur peau et des niveaux d'humidité appropriés. Les signes observables de succès sont simples. Dès le lendemain matin, la surface du sol paraîtra plus sombre et sera légèrement plus douce au toucher. En une semaine, l'eau versée sur le dessus sera absorbée au lieu de ruisseler. En 2 à 3 semaines, la texture du sol commence à se transformer, passant de dur, pâle et compactée à sombre, grumeleuse et spongieuse. Le genre de sol qui sent bon la richesse et la vie quand on en presse une poignée. Cette odeur, ce parfum profond, doux et terreux après une pluie chaude, a un nom scientifique. On l'appelle pétrichor. Et c'est l'odeur de milliards de micro-organismes faisant exactement ce pourquoi ils ont été conçus. Ce terreau craquelé, pâle et hydrofuge n'avait pas besoin d'être jeté. Il n'avait pas besoin d'un remplacement coûteux. Il avait juste besoin de retrouver sa biologie. Et maintenant, il l'a. Ce qui se passe dans un simple pot de fleurs reflète ce qui se passe à l'échelle mondiale. Et un exemple dévastateur récent prouve à quel point les enjeux sont réels. En 2021, le gouvernement du Sri Lanka a pris une décision radicale, motivée par des objectifs environnementaux. Le pays a mis en œuvre une interdiction totale, soudaine et du jour au lendemain de toutes les importations d'engrais chimiques synthétiques. Les agriculteurs de toute l'île ont reçu l'ordre de passer immédiatement aux méthodes biologiques. L'intention était noble. L'exécution a été catastrophique. Des décennies d'agriculture chimique synthétique avaient laissé les sols agricoles du Sri Lanka biologiquement épuisés. La vie microbienne dont dépend l'agriculture biologique, les bactéries, les champignons, les populations de vers de terre, avaient été systématiquement détruites par des années d'intrants chimiques. Le sol était, en effet, accro aux engrais synthétiques. Et quand l'approvisionnement a été coupé du jour au lendemain, sans plan de transition biologique en place, le sol n'a tout simplement pas pu nourrir les cultures. Les rendements de riz ont chuté de 20%, la production de thé a plongé, les récoltes de légumes se sont effondrées dans tout le pays, la crise agricole a dégénéré en pénuries alimentaires, enflammé des prix et, finalement, en une grave instabilité économique et politique. L'industrie des engrais a cité le Sri Lanka comme preuve de son argument central. Le monde ne peut pas se nourrir sans produits chimiques synthétiques. Mais la véritable leçon est plus nuancée que cela, et elle s'applique directement à chaque jardin familial. L'échec au Sri Lanka n'était pas que les méthodes biologiques ne fonctionnent pas. L'échec a été d'attendre d'un système biologique mort qu'il fonctionne du jour au lendemain sans avoir été préalablement reconstruit. Personne n'a cultivé de micro-organismes indigènes. Personne n'a assuré la transition de la biologie du sol progressivement. La chimie a été supprimée, mais la biologie n'a jamais été remplacée. C'est exactement la même erreur que font les jardiniers lorsqu'ils arrêtent d'utiliser des engrais synthétiques sur un sol épuisé et s'attendent à ce que la nature reprenne simplement le dessus. Cela ne fonctionne pas comme ça. La biologie doit d'abord être intentionnellement restaurée. Une mixture de cuisine à $1 ne résoudra pas la crise agricole d'une nation du jour au lendemain. Mais elle représente quelque chose de puissant. Une approche décentralisée, basée sur la science. De la régénération des sols que n'importe qui peut pratiquer. Aucun mandat gouvernemental requis. Aucune chaîne d'approvisionnement d'entreprises nécessaire. Juste des millions de jardiniers reconstruisant silencieusement la biologie sous leurs propres pieds. Un bocal d'eau de riz fermenté à la fois. Alors, voilà à quoi cela se résume. Un bocal d'eau de riz, une cuillerée de mélasse, une pincée de cendre de bois, 3 choses qui ne coûtent presque rien, combinées dans une mixture qui fait ce qu'aucun sac d'engrais synthétique n'a jamais fait. Elle redonne vie au sol. Ce soir, gardez l'eau du riz, trouvez la mélasse au fond du garde-manger, ramassez une poignée de cendre dans la cheminée, préparez-la,
Versez-la sur le pot de terre le plus fatigué et le plus négligé du jardin. Et demain matin, sortez et touchez cette serrure. Elle sera différente. Elle sentira différemment. Et dans quelques semaines, elle poussera différemment. Car pour la première fois depuis peut-être des années, ce sol ne se contentera pas de soutenir une plante. Il la nourrira. Les vers de terre reviendront. Les racines s'enfonceront plus profondément. Et cette tomate, celle qui n'a pas eu le bon goût depuis des années, pourrait bien rappeler à quelqu'un celle que sa grand-mère cultivait autrefois. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les mains dans la terre et le cœur proche de la terre. Bon jardinage. Si cette histoire a changé votre regard sur la vie sous vos pieds, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous excavons l'histoire biologique qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez le futur. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.